Je suis donc Véronique Fodor, avocat au barreau de Paris, spécialisée en droit social, en droit du travail. Je suppose que certains d'entre vous ont eu la curiosité d'aller peut-être déjà voir, peut-être sur LinkedIn ou Google, mon profil. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, en quelques mots, et puis évidemment ensuite on va tout de suite attaquer le sujet parce que c'est un sujet dense et il y a beaucoup de choses à dire. En quelques mots, j'ai exercé, on va dire, les trois quarts de ma carrière dans des cabinets internationaux anglo-saxons de droit des affaires où j'avais exclusivement pour clients des sociétés, des groupes en général de sociétés internationaux. Et donc j'étais l'avocat et le conseil de ces groupes en droit du travail. Lorsque j'ai monté ma structure il y a quelques années, petit à petit, j'ai été sollicitée par mes interlocuteurs dans ces structures, des DRH, des différents dirigeants ou cadres avec lesquels j'avais été en contact dans mes dossiers, qui souhaitaient que je les accompagne à l'occasion de leur départ. On ne va pas rentrer dans les questions de conflit d'intérêt, ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui, mais toujours est-il que petit à petit, j'ai commencé à avoir comme clients des particuliers. Ce que j'ai énormément apprécié pour deux raisons. La première, c'est que la dimension humaine de ces dossiers m'apporte énormément. C'est quelque chose qui compte à mes yeux et c'est une dimension qu'on a évidemment beaucoup plus avec des clients particuliers qu'avec des clients sociétés et entreprises. Et par ailleurs, je me suis aperçue aussi que le fait d'avoir comme client des groupes et des entreprises, je connaissais évidemment parfaitement, enfin, assez bien leur stratégie et que c'était d'une grande aide pour défendre les intérêts de mes clients personnes physiques lorsqu'ils étaient confrontés eux-mêmes à ces stratégies. Et aujourd'hui, on peut dire que j'ai presque à 80-90% comme clientèle des personnes physiques. J'ai encore quelques clients qui me sont fidèles, des entreprises, des groupes, mais mon corps de métier, mon grand cœur de métier, ce sont les salariés, les cadres, les dirigeants. Voilà. Donc voilà pour ma présentation et j'ai mon cabinet qui s'appelle donc le cabinet VR Avocat. Nous sommes spécialisés en droit du travail et je collabore également avec des partenaires dans les autres domaines du droit quand cela est nécessaire. Alors, assez parlé de moi, maintenant on va attaquer le vif du sujet qui est comment négocier au mieux son départ. Vaste débat, vaste débat. Alors, ça va être un peu barbant pour beaucoup parce que le droit n'est pas forcément quelque chose de très fun, si vous me passez l'expression, mais c'est néanmoins nécessaire de faire un bref rappel des choses en matière de législation parce que c'est aussi une des… Ah, on entend, excusez-moi, si quelqu'un a dû réactiver le micro peut-être. Alors, je continue, Christine, si ça ne vous ennuie pas de demander. Merci beaucoup. Oui, donc pourquoi c'est important d'abord pour que tout le monde sache exactement quel est le droit applicable, mais aussi parce que la situation et aujourd'hui le flou dans lequel on se trouve est aussi lié à cette législation. Alors, en deux mots, aujourd'hui on est régi en matière de séparation puisque le sujet est comment négocier au mieux son départ, c'est-à-dire comment négocier au mieux la rupture du contrat de travail. La rupture du contrat de travail est désormais régie par ce qu'on appelle communément, et vous en avez certainement entendu parler des milliards de fois, les fameuses ordonnances Macron. Ces ordonnances Macron ont été promulguées en 2017, en septembre 2017. Elles contiennent évidemment plein de dispositions, mais celles qui nous intéressent aujourd'hui sont celles qui régissent le montant des indemnités de départ. Pourquoi cette législation? Eh bien parce qu'avant ces ordonnances, on avait une indemnisation des salariés et donc des négociations, puisque dans le cadre d'une négociation, évidemment, on va toujours appréhender quel est le risque judiciaire et en fonction de ce risque, on va accepter de négocier à hauteur de telle ou telle enveloppe financière. Donc, en épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est le risque judiciaire qui est le curseur de l'enveloppe de négo. Donc, auparavant, on avait une liberté totale, quand je dis on, c'est-à-dire les juridictions, les conseils de prud'homme, avaient une liberté totale pour allouer le montant qu'ils estimaient être juste et opportun
compte tenu des faits qui leur étaient soumis. En d'autres termes, ce qui était principalement retenu par les conseils de prud'homme, c'était l'ancienneté, évidemment, mais c'était également les charges de famille, c'était le secteur d'activité dans lequel on intervenait, qui était plus ou moins sinistré ou plus ou moins agile, enfin, plein de critères, je ne vais pas les citer parce que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Cette indemnisation donnait lieu à évidemment un très vaste contentieux qui avait comme effet, notamment, disaient en tout cas la plupart des syndicats professionnels d'entreprise, d'empêcher les sociétés de recruter autant qu'elles le souhaitaient parce qu'il y avait un tel aléa en cas de licenciement qu'elles préféraient être très conservatrices dans la gestion de leur emploi. Donc, il y a eu ces ordonnances qui avaient un double objectif, en tout cas en ce qui concerne les dispositions applicables à notre cas, qui était de fixer, et j'y viendrai après, de fixer une grille précise d'indemnisation pour avoir un effet qui était un effet qui se voulait vertueux, qui était d'une part d'éviter beaucoup de contentieux en suscitant des négociations le plus possible et donc désengorger les tribunaux et étendre ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le mode alternatif de règlement des litiges à la grande majorité des ruptures de contrat de travail. Et le deuxième objectif, c'est évidemment de redonner un dynamisme au marché de l'emploi en faisant passer le message, employeurs, n'ayez pas peur de recruter, car si un jour vous avez besoin de vous séparer de vos collaborateurs, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il vous en coûtera et vous pourrez provisionner. Voilà. Ces ordonnances ont été promulguées et ce qui est important de retenir pour ce qui nous concerne, c'est qu'aujourd'hui, désormais, lorsque on se fait licencier ou lorsqu'on estime être victime de faits qui portent atteinte au contrat de travail, eh bien, on n'est plus indemnisé que sur un seul critère, qui est l'ancienneté. Peu importe aujourd'hui que vous ayez 5 enfants ou pas d'enfants, que vous ayez un conjoint ou pas de conjoint, un conjoint qui travaille pas, que vous soyez sur un secteur d'emploi extrêmement agile ou pas, ce n'est même plus regardé, ce n'est plus pris en considération, un seul critère, l'ancienneté. Et en fonction de ce critère qui est l'ancienneté, on a une grille qui fixe un minimum et un maximum. Et dans cette amplitude, eh bien, les conseils de prud'homme sont libres, en fonction des faits qu'on leur soumet, d'allouer aux salariés ce qu'ils estiment juste et pertinent. Voilà aujourd'hui ce qu'il en est. Malheureusement, c'était sans compter l'inventivité de beaucoup d'avocats et de toute la doctrine, car évidemment, le fait de retenir ce seul critère pose des difficultés, pose des problèmes, et le principal problème, c'est qu'on n'est pas toujours dans une indemnisation qui correspond réellement au préjudice subi. Je passe très rapidement sur ce qui s'est passé devant les tribunaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'avocats ont plaidé le fait que cette grille était anticonventionnelle, c'est-à-dire contraire aux conventions européennes. Et très rapidement, comme une traînée de poudre, en l'espace de 6 mois, tous les conseils de prud'homme, quasiment tous, sans exception, tous les conseils de prud'homme de France, de Paris, à Marseille, enfin, bref, ont retoqué cette grille et ont indemnisé les salariés en fonction des anciens critères. Évidemment, tout le monde s'en est, enfin tout le monde, les sociétés sont émues, le législateur également, et il y a eu un avis qui a été soumis. On a demandé à la plus haute juridiction, qui est la Cour de cassation, de se prononcer sur cette jurisprudence. La Cour de cassation, bien sage, on l'appelle la juridiction des sages, et bien extrêmement sage, a en fait un peu botté en touche, car elle a rendu un avis qui est un avis en réalité d'espèce et qui permet toujours de déroger à cette grille. Et d'ailleurs, pas plus tard que 5 jours après cet avis, il y avait de nouveau un conseil de prud'homme qui n'appliquait pas la grille. Aujourd'hui, et ça c'est très important, c'est que compte tenu de ce que je viens de vous exposer, cette prétendue sécurité juridique et judiciaire qui devait permettre à tout le monde de savoir sur quel pied danser et de savoir exactement quelle était l'enveloppe financière à laquelle on aurait droit quand on était salarié ou que l'on devrait verser si l'on était société,
eh bien, on n'existe plus. La frontière est totalement a disparu complètement et on se trouve à nouveau dans le même flou finalement que celui dans lequel on était auparavant. Alors pas autant, parce que la grille existe bien sûr, et qu'elle est évidemment plaidée lorsque ce sont les sociétés qui défendent des dossiers. Mais en tout cas, il y a une insécurité juridique, enfin une insécurité judiciaire, pas juridique, judiciaire, lorsqu'on est devant un conseil de prud'homme, parce que très fréquemment, les conseils allouent plus. Voilà l'état des lieux juridiques. Et donc cet état des lieux juridiques fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, la présence d'un professionnel du droit, d'un avocat, et je vais expliquer pourquoi plus un avocat que un juriste ou un consultant qui aurait une expertise dans la matière, est extrêmement importante lorsqu'on est salarié pour être accompagné dans différentes cas de figure. Alors, pourquoi? D'abord parce qu'on va partir d'un postulat, c'est que soit on part du principe que les sociétés sont toujours de bonne foi, sont transparentes, sont vertueuses, et à ce moment-là, évidemment, vous avez nul besoin d'un avocat, tout est bien, vous négociez, vous savez, vous êtes sûr que tout va bien se passer. La présence de l'avocat ne s'impose évidemment pas du tout. Soit on considère que, je dirais, dans 99% des cas, la société, et c'est bien normal, elle est là dans son rôle, va chercher évidemment à optimiser financièrement le départ de ses salariés. Et dans ce cas, évidemment, elle va utiliser tous les moyens dont elle dispose pour pouvoir négocier selon une enveloppe la plus basse possible financièrement. Et là, la société dispose d'un panel d'experts et d'intervenants qui va l'y aider. Ça va de son avocat, avec lequel elle est en contact plusieurs fois par jour, sur des sujets extrêmement variés. L'avocat est vraiment partie prenante, je suis bien placée pour le savoir, dans la vie d'une société. On est appelé tout le temps et on conseille nos clients tout le temps. Et également par les experts comptables et les commissaires aux comptes. Donc tout ça est très travaillé du côté de la société, est très préparé et très pensé. Et donc, en tant que salarié, lorsqu'on se trouve dans une situation, et je vais un petit peu les décrire après, parce qu'il y a en fait 3 grands types de situations, quand on se trouve dans une situation où on sent, ou alors on sent que le contrat va être rompu, ou que ça ne va pas bien, ou que tout simplement la société vous dit qu'elle souhaite vous séparer de vous, si vous n'avez pas un avocat, eh bien, il y a un véritable déséquilibre des forces en présence, et vous ne négocierez jamais au mieux de vos intérêts, même avec l'employeur le plus vertueux que vous ayez, même si les relations ont toujours été excellentes et le sont toujours, parce qu'il ne faut pas croire qu'un départ se fait dans des conditions tendues, ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, les forces sont à l'évidence totalement déséquilibrées si vous-même, vous n'avez pas d'avocat. Donc ça, c'est le postulat de départ. Ensuite, à ce postulat, s'est rajouté un élément extrêmement important aujourd'hui, c'est que de plus en plus fréquemment, c'était le cas déjà toutes ces dernières années en raison du mouvement de globalisation, de restructuration, de concentration qu'on a dans toutes les activités économiques, mais évidemment encore plus avec le Covid aujourd'hui, et je pense que vous tous qui m'écoutez devez vous en rendre compte, les sociétés connaissent évidemment des difficultés ou craignent d'en connaître. Et on se trouve dans des situations où, eh bien, souvent, on va vouloir mettre un terme au contrat de travail, non pas du tout parce que le collaborateur ne donne pas satisfaction, absolument pas. Souvent, on a des gens qui ont fait des études extrêmement brillantes, qui ont des carrières exemplaires, qui sont extrêmement investis dans leur travail, qui donnent parfaitement satisfaction, et pourtant, un jour, on leur informe qu'on met un terme à leur contrat de travail, ou bien elles sentent que les relations se tendent et elles craignent que ce soit le signe avant-coureur d'une future rupture. Et là, si on n'est pas accompagné en amont suffisamment tôt par un professionnel, par un avocat,
eh bien, on va laisser la société monter son dossier, constituer un dossier, sans avoir soi-même pu prévenir, sans avoir soi-même pu anticiper, et on va se retrouver dans une situation assez déséquilibrée de nouveau. Alors, aujourd'hui, quelle est la méthode principale que les sociétés utilisent en fait pour se séparer de collaborateurs lorsque tout va bien? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, vous avez dû aussi en entendre parler assez souvent, c'est ce qu'on appelle le harcèlement managérial et que j'appelle moi le harcèlement pernicieux. Pernicieux parce que pris isolément, les éléments que l'on commence à constater en tant que salarié ou que collaborateur ne sont pas forcément des vrais actes de harcèlement. Mais si on met bout à bout chaque fait isolé et qu'on raisonne par la méthode de ce que les tribunaux adorent appeler le faisceau d'indices, c'est-à-dire qu'on va mettre tous ces indices qui vont projeter un faisceau et le faisceau dans sa vue d'ensemble va permettre de constater qu'on est dans une situation de harcèlement managérial et de harcèlement pernicieux. Ça peut être plein de choses. Ça peut être la stratégie qu'on va déployer dans une équipe. Ça peut être les dossiers que petit à petit on confie à certains de vos collègues. Ça peut être des fonctions que l'on confie à d'autres, même si elles sont prétendument subalternes ou non principales, mais quelques fonctions comme ça. Ça peut être des collaborateurs qui s'en vont et qu'on ne va pas remplacer. Ça va être des moyens matériels ou techniques qu'on ne vous confie pas. Ça peut être plein de choses. Et là, je ne vais évidemment pas tous les citer parce que, après, c'est évidemment une question d'appréciation quelle espèce. Mais en tout cas, tous ces faits pris isolément peuvent être un peu anodins. En tout cas, ils seront interprétés par la société, si vous l'interpellez là-dessus, comme étant totalement anodins et normal. Mais si, avec le recul et le regard d'un expert, on les regarde dans leur globalité, on sait qu'on est en présence de manœuvres de harcèlement managérial, de harcèlement pernicieux, et que ça annonce une future rupture, et que ça annonce le fait que la société est en train de constituer un dossier pour se séparer de son collaborateur, évidemment dans des conditions financières les plus avantageuses pour lui. Donc, en résumé, que vous soyez dans cette situation-là, ou que vous le deveniez un jour, ou que vous l'ayez été, peut-être ce sera parlant pour certains d'entre vous d'ailleurs, qui l'ont peut-être déjà vécu, ou deuxième situation, que la société vous ait d'ores et déjà indiqué qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat, là au moins les choses sont claires et franches, ou même que vous, pour des raisons qui vous sont propres, vous souhaitiez quitter l'entreprise pour rebondir ailleurs parce que vous avez d'autres projets ou parce que vous avez une meilleure proposition. Dans ces trois cas de figure, et j'insiste sur le dernier d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce que vous voulez rebondir ailleurs qu'il faut démissionner, surtout pas d'ailleurs, surtout pas. Il faut toujours avoir le réflexe de la négociation. Et dans ces trois cas de figure, allez voir un conseil suffisamment tôt pour s'ouvrir avec lui de ce que vous vivez, de la situation, de votre objectif, et mettre au point avec lui une stratégie. Alors, là, j'ouvre une petite parenthèse qui est importante parce que souvent, j'ai certains de mes clients qui me disent ça et je sais que c'est une idée très répandue pour certains. C'est que parfois, les salariés ont peur d'aller voir un avocat pour le faire discuter avec la société parce qu'ils ont peur que la saisie d'un avocat soit vécue par leur employeur comme une déclaration de guerre. Je rassure tout le monde, ce n'est jamais, jamais vécu comme une déclaration de guerre. Jamais. D'abord, je vous le dis en connaissance de cause, parce que en tant qu'avocat de société, je parle avec mes clients et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que les sociétés, elles, c'est leur quotidien, l'avocat. Elles sont tout le temps avec un avocat pour tous les sujets. Je suis désolée, je me rends compte qu'en fait, je ne regardais pas la caméra depuis tout à l'heure. Je regarde les visages sur mon écran. Voilà, donc je m'en excuse. Maintenant, j'espère que je vais vous regarder droit dans les yeux. C'est quand même plus agréable. Oui, donc en fait, les sociétés, elles sont tout le temps avec leurs avocats. Et donc, l'avocat n'est pas du tout synonyme de guerre ni de litige pour une société. Au contraire, la société va trouver ça normal et va se dire
nous sommes à égalité, nous allons discuter. Alors, même si parfois ça ne lui convient pas, parce qu'elle aurait préféré peut-être discuter dans un contexte qui lui était plus favorable, néanmoins, elle ne trouve rien de choquant et rien d'anormal à cela. L'intérêt pour vous d'aller voir un avocat, j'en arrive au point 3 et au point 4, au point 3, qui est quels sont les leviers dont dispose l'avocat. Alors d'abord, pourquoi un avocat? Pourquoi plus un avocat? Vous me direz, je prêche pour ma chapelle. C'est vrai, mais je ne le fais pas. De manière subjective ou par prosélytisme. Si je dis que le recours à un avocat est préférable au recours à un professionnel du droit, qui soit juriste, etc., c'est que l'avocat bénéficie de quelque chose qui est très important dans les négociations, qui est le secret professionnel et la confidentialité des échanges. Ce secret professionnel j'allais dire absolument absolu. Vous voyez, c'est tellement prégnant pour moi, c'est absolu. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tout ce que l'on se sera dit, tout ce que l'on aura écrit, toutes les pièces, également les pièces échangées, ne pourront jamais, rien ne pourra jamais, jamais, jamais être produit ni communiqué. En d'autres termes, si vous saisissez un avocat, que demain, pour une raison X ou Y, la négociation n'aboutissait pas. Vous décidez finalement de rester dans la société décide de vous garder, enfin peu importe les raisons. Eh bien, ça n'a jamais existé. Alors que si vous négociez directement ou si vous faites appel à un tiers pour négocier, cette confidentialité, ce secret professionnel qui est l'apanage de l'avocat, du médecin, de quelques très rares professions, il n'existe pas et ça peut vraiment jouer de sale tour. J'en ai vu très souvent malheureusement, c'est-à-dire que par exemple, je vous donne un exemple qui va vous marquer, mais voilà, même si imaginons que vous négociez en direct avec votre société, que la société finalement, alors vous acceptez évidemment dans le cadre d'une négociation, chacun fait un peu des concessions, donc vous acceptez une enveloppe qui est un peu inférieure à celle que vous auriez souhaité mais qui vous convient. Je ne sais pas, on va partir du principe, vous souhaitiez 50 000 euros, on vous propose 35 000 et vous estimez que 35 000 euros finalement vous convient, est suffisant. Vous acceptez dans un écrit auprès de la société qui vous le demande, dites-moi que vous êtes d'accord par écrit, vous le faites très spontanément. Et puis la société, une semaine après, décide de renoncer et tout d'un coup vous licencie. Elle vous licencie pour un motif évidemment, on va partir du principe évidemment qu'il n'est pas réel et pas sérieux. Et vous saisissez un avocat et votre avocat essaye de négocier. La société dit non, je ne négocie pas. Pourquoi vous dira-t-elle non, je ne négocie pas? Tout simplement parce qu'elle aura dans son dossier un écrit de votre part qui dira que vous acceptez de partir pour 35 000 euros, qu'elle pourra produire devant le conseil de prud'homme, et elle saura que dans tous les cas, même en allant au contentieux, et elle ira au contentieux, dans le pire des cas, elle sera condamnée à verser 35 000 euros, pas plus, puisque vous l'avez accepté, alors que l'avocat vous aura dit que vos préjudices s'élevaient, je ne sais pas, 100 000, 150 000 euros, etc. Et donc, vous vous retrouvez pris au piège de ce que vous avez accepté un jour. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, je ne peux évidemment pas tous les citer, mais ayez ça en tête, ce secret professionnel, cette confidentialité est bien plus importante qu'on imagine au départ. Alors, rentrons dans le vif du sujet, car le temps passe. Sachez en tout cas, ce qui est important, là j'ouvre également une parenthèse, mais on en parlera certainement après, à l'occasion des questions, c'est que quand vous venez voir un avocat, l'avocat a autant de stratégies qu'il a de clients. C'est-à-dire que ce qui vaut pour un client ne vaudra pas pour un autre. Chacun a sa sensibilité, chacun a ses objectifs et le champ lexical que l'on choisira dans les écrits qu'on échangera avec la société ou avec nos confrères, la stratégie que l'on va utiliser, les moyens juridiques que l'on va avancer, les mots que l'on va utiliser varieront d'une personne à d'une autre parce que chacun a sa sensibilité, chacun a son histoire, chacun a son parcours. Et l'important, c'est que le client se sente en confiance, et ça c'est vraiment le mot le plus important,
il doit être en confiance avec son avocat et avoir quelqu'un qui va adopter une stratégie qui lui convient. Donc, une fois que vous avez choisi votre avocat, un avocat avec lequel vous sentez en confiance et que vous décidez, vous lui confiez votre dossier et vous lui demandez de se mettre en contact, enfin, il se met en contact avec la société et ou son confrère, parce qu'en général, les sociétés, lorsque très concrètement, vous les informez de ce que vous intervenez dans un dossier, elles désignent ou elles communiquent tout de suite le nom de leur avocat. Donc, vous êtes tout de suite à force égale en présence d'avocats. Lorsque on se trouve donc entre avocats à commencer à discuter, là, à ce moment-là, on rentre dans le vif du sujet et évidemment, préalablement à ce premier contact, en tout cas, moi, c'est ma méthode et vous aurez peut-être autant de méthodes que d'avocats. Moi, j'ai été formée, enfin, j'ai choisi de faire une formation à la méthode, qui est la seule méthode, en fait, enfin, je crois en tout cas, qui existe aujourd'hui, qui soit homologuée, qui est homologuée par Harvard, par l'université d'Harvard, qui s'appelle la méthode de négociation raisonnée d'Harvard, qui est une méthode de négo à laquelle je me suis formée et que j'utilise très souvent pour mes clients parce que voilà, ça permet d'avoir une approche qui est à la fois assez consensuelle et à la fois très ferme et donc de défendre au mieux les intérêts des salariés. Donc, avant de contacter la partie adverse, évidemment, je procède à une analyse du dossier et en fonction de cette analyse, je me mets d'accord avec mon client en fonction des objectifs qui sont les siens sur la manière dont je vais m'y prendre, les arguments que je vais avancer ou pas, parce que très souvent, il y a des arguments que l'on garde pour après. Tout ça, c'est une technique, c'est une stratégie, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, on se met d'accord. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on se met d'accord avec le client sur la stratégie, les arguments et évidemment les demandes. Et là, j'en arrive à la partie qui est les exemples concrets. Comment votre avocat, celui que vous choisirez pour vous accompagner, pour négocier, que vous soyez licencié ou bien que vous sentiez que la société a des velléités de se séparer de vous à court ou moyen terme, ou bien que vous ayez envie de voguer vers d'autres cieux, les leviers, il y en a pas mal dont on dispose, qui sont des leviers techniques, juridiques et stratégiques. Alors, le tout premier, je dirais, parce que c'est un peu une évidence, mais c'est tellement évident que très souvent les sociétés jouent là-dessus, c'est que pour calculer les indemnités que la société va proposer de vous verser, on va partir de ce qu'on appelle le fameux salaire de référence. Et contrairement aux idées reçues, le salaire de référence n'est pas soit le salaire mensuel, soit le salaire annuel de l'année civile. C'est en fait, en fonction des conventions collectives et en fonction de ce qui sera le plus favorable ou pas, c'est le salaire soit des 12 derniers mois travaillés, soit celui des 3 derniers mois travaillés. Donc, en fonction de ce salaire de référence, vont se décliner toutes les indemnités, pas toutes, c'est un peu inexact, là, en tout cas la majorité des indemnités qui vont venir réparer votre préjudice. En d'autres termes, en fonction du montant, que vous y mettiez 10 € ou 100 € à l'arrivée, puisque tout se calcule en termes de nombre de mois. Si vous avez 10 fois 10 € ou 10 fois 100 €, évidemment, vous l'avez compris, le résultat n'est pas le même. Et très souvent, les sociétés utilisent ce curseur du salaire de référence pour tenter de minimiser l'enveloppe. Donc, évidemment, le premier point que calculera toujours un avocat, ce sera ce salaire de référence. Ensuite, on a un deuxième levier qui est le point de départ de la rupture. En d'autres termes, le point de départ du préavis. Imaginons que vous veniez me voir alors que vous sentez que la société est en train de mettre en œuvre une stratégie de départ pour vous, ou bien qu'elle vous a indiqué tout simplement qu'elle avait l'intention de se séparer de vous. À ce moment-là, je me mets en rapport avec mon confrère ou avec la société et je négocie le fait de, par exemple, décaler
la date de départ de votre préavis, ce qui peut vous permettre, par exemple, de rester encore 3 mois, encore 4 mois de plus dans la société, et d'avoir évidemment toujours votre préavis, si vous êtes cadre de 3 mois, si vous n'êtes pas cadre d'une durée inférieure, mais en tout cas, un préavis qui, lui, est prévu par la convention collective et à défaut par le contrat de travail. Donc, ça, c'est le deuxième point. Donc, salaire de référence, date du début du licenciement et donc point de départ du préavis. Ensuite, il y a d'autres leviers. Il y a, par exemple, la rémunération variable et l'intéressement. Très souvent, la rémunération variable fait l'objet de beaucoup de calculs très techniques et les sociétés les rendent de plus en plus techniques pour que, évidemment, les contestations soient les plus malaisées possibles et que les réclamations soient également difficiles, en tout cas, à comprendre, en tout cas difficiles à motiver compte tenu de l'obscurité des méthodes de calcul. Dans ces cas-là, il y a des règles en droit que je ne vais pas détailler là, mais en tout cas, il y a des principes, et la jurisprudence est très abondante ces derniers mois sur le droit à la rémunération variable, le pourcentage au droit, les périodes de référence, qui permettent très souvent, dans beaucoup de dossiers, de pouvoir négocier, en plus des indemnités, un solde de rémunération variable ou tout simplement une rémunération variable si elle ne vous a pas été versée. Ensuite, il y a aussi également, par exemple, les clauses de non-concurrence que l'on va pouvoir négocier ou pas. Parfois, la clause de non-concurrence va pouvoir vous intéresser, parfois pas, mais en tout cas, c'est un point évidemment à négocier. Ensuite, il va y avoir, point extrêmement important, le régime fiscal et social de vos indemnités. Parce que, en fonction de la manière dont on va qualifier la somme qui va vous être versée dans le cadre de votre départ, eh bien, à l'arrivée, en net, c'est-à-dire en ce que vous aurez sur votre compte en banque, cela ne donnera pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce qu'en droit du travail, en droit social, dans le cadre d'un départ, toutes les indemnités sont calculées en brut. On part du salaire de référence qui est un salaire brut et on calcule les indemnités en brut. Mais évidemment, ces sommes brutes, vous le savez, vous le voyez tous les mois sur vos bulletins de salaire, viennent s'imputer des cotisations sociales et de l'impôt. Bien. Alors, évidemment, si on peut minimiser ces cotisations sociales et si on peut faire échapper, parce qu'on peut le faire, échapper les indemnités à l'impôt, eh bien évidemment, cela ne donne pas du tout le même chiffre sur votre compte en banque. Ça, c'est un point très important, je dirais aussi important que le salaire de référence, et qui est souvent méconnu des salariés lorsqu'ils négocient en direct leur départ, et pourtant, c'est vraiment là le nerf de la guerre, puisque c'est ce qui va vous rester à vous en termes financiers. De ce traitement fiscal et social, il y a également une conséquence qui peut vous être extrêmement favorable, pas dans tous les cas, j'émets des réserves, mais dans certains cas, c'est que en habillant d'une certaine manière l'indemnité qui va vous être versée, on peut faire échapper certaines des indemnités au calcul du délai de carence qui va être appliqué par Pôle emploi. Vous savez, quand vous avez donc quitté la société, vous avez été licencié, ou vous avez eu une rupture conventionnelle, en dehors des cas de démission, bien qu'aujourd'hui la démission ne soit plus d'office une cause d'exclusion de l'indemnisation par Pôle emploi, mais bon, ça reste quand même excessivement rare et je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas le thème de notre webinaire aujourd'hui. En tout cas, vous allez vous inscrire à Pôle emploi et Pôle emploi va vous indemniser tous les mois. Eh bien, pour vous indemniser, ils vont calculer ce que tout le monde connaît déjà sans doute ici, ou en tout cas tout le monde en a entendu parler, ce fameux délai de carence qui peut en théorie aller jusqu'à 6 mois, qui d'ailleurs parfois va un peu au-delà de 6 mois dans la pratique. Et donc très vite on arrive malheureusement à ces 6 mois parce que sont pris en considération dans le délai de carence l'indemnité qui vous est versée au titre de vos congés payés. Il vous reste en général toujours des congés que vous n'avez pas pris, donc ces congés sont intégrés dans le calcul de la carence. Le montant de l'indemnité de licenciement vous est également intégré et en fait très rapidement on arrive
au maximum de ce délai de carence. Et là, l'astuce, ou en tout cas la manipulation a peut-être un côté un peu négatif, mais en tout cas, la stratégie qu'on peut mettre en place et la qualification qu'on va donner aux sommes peut éviter pour certaines sommes de rentrer dans ce délai. Et donc, parfois, au lieu d'avoir 6 mois de délai de carence, on peut avoir moins. Et ça, ce n'est pas négligeable lorsque vous êtes en recherche d'emploi. Voilà quelques exemples. Et évidemment, point très important, parce qu'en tant qu'avocat, on s'inscrit, enfin, en tout cas, moi, je sais que les clients que j'ai, je les suis en général sur le long terme et ce que je souhaite, c'est que leurs intérêts soient défendus au mieux et que donc, je recherche une employabilité la meilleure possible pour eux. Et ce n'est pas juste du court terme, la négo à l'instant T et après au revoir, la relation se termine. Non, ce sont des clients que je suis. Et donc, c'est excessivement important de réfléchir dans le cadre de la négociation à ce que sera l'emploi de demain, le job de demain. Et donc, j'insiste jamais assez auprès de mes clients sur l'importance d'avoir recours à une prestation d'outplacement qui est quelque chose qui est absolument déterminant, à la fois d'abord psychologiquement, parce que cette période, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils le savent, est une période excessivement compliquée, extrêmement déstabilisante. Donc, être accompagné par un coach qui connaît son métier est extrêmement sécurisant et permet d'aller beaucoup plus vite dans le fait de retrouver confiance en soi et d'être en position de retrouver un emploi, mais également parce que ça permet d'avoir une réflexion de fond. Covid, aujourd'hui, oblige, et tous ces sujets sont d'actualité, sur la manière de travailler, sur est-ce que l'emploi que j'ai aujourd'hui me convient, est-ce que c'est celui qui me convient aujourd'hui, est-ce qu'il fait sens pour moi, cette fameuse expression, mais qui est importante. Voilà. Et tout ça, sans des professionnels qui vous accompagnent, ce n'est pas possible. Et des bons professionnels et des gens qui connaissent leur métier. Et donc, l'outplacement, la mission, la prestation d'outplacement est quelque chose que je recommande toujours, bon, sauf cas, sauf exception, mais voilà, que je recommande, et que surtout, je vais négocier dans l'enveloppe. Et ça, c'est un point important pour ceux que ça peut intéresser. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, je négocie votre départ, ou un avocat négocie votre départ, mais n'a pas négocié d'outplacement, ne vous a pas parlé d'outplacement, et que demain, eh bien, vous ressentez le besoin parce que vous n'êtes pas... Vous sentez bien que psychologiquement, vous avez besoin d'aide et que vous avez aussi besoin d'aide pour vous repositionner sur le marché de l'emploi, eh bien, vous allez devoir payer la mission du cabinet d'outplacement avec l'enveloppe qui vous a été allouée pour votre départ. Alors que si on l'inclut immédiatement dans le cadre de la négociation, très souvent, j'arrive à le négocier en plus de l'enveloppe. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est qu'en général, dans les groupes de sociétés ou dans les entreprises, l'enveloppe budgétaire consacrée aux missions d'outplacement n'est pas du tout la même que celle qui est provisionnée et qui concerne les départs des salariés. C'est pas l'enveloppe, c'est pas la même enveloppe RH. Donc, en réalité, quand je demande également un outplacement, ça ne vient pas très souvent s'imputer sur l'enveloppe globale. Ça, c'est le premier point, et c'est loin d'être neutre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je vais le demander que vous aurez moins à l'arrivée en termes d'indemnité. Et puis, deuxième point, qui est également loin d'être neutre pour vous, c'est que la société, comme vous le savez, paye de la TVA, mais récupère la TVA. Et les cabinets d'outplacement, comme la coupe professionnelle, comme les avocats, comme plein d'autres, payent de la TVA. Donc demain, si vous n'avez pas négocié une prise en charge directe par votre employeur de cet outplacement et que vous le payez de votre poche, eh bien dans la facture, le cabinet sera obligé d'ajouter au montant global le montant de la TVA que vous allez payer et jamais récupérer. Donc non seulement le fait de l'intégrer tout de suite permet souvent de l'avoir en plus, mais surtout également de ne pas payer la TVA.
Voilà, je vois que leur tourne, leur passe, et je voudrais quand même aussi garder du temps pour les questions. Là, j'ai donné une liste, évidemment, elle ne sera jamais exhaustive, et il y a plein d'autres manières, hein, d'optimiser et de négocier une enveloppe globale de départ, mais je vous ai donné ceux que j'estime importants, ou en tout cas pouvant vous donner une image assez concrète de la manière dont on peut travailler, nous, avocats. Alors, j'ai pensé que parler d'un exemple concret de négociation que j'ai eu pouvait être intéressant pour vous et vivant. Je vais vous donner l'exemple d'un de mes clients qui est venu me voir. Alors, il occupait des fonctions de direction commerciale au sein d'un groupe de taille très importante, un groupe américain présent dans le monde entier. Alors, directeur commercial en France, mais responsable commercial dans la hiérarchie de sa société. Il est venu me voir alors que la société venait de procéder à une réorganisation et lui a annoncé du jour au lendemain, alors qu'il avait 20 ans d'ancienneté et qu'il performait énormément, il était extrêmement apprécié de tous, de ses équipes, de ses pairs et de la présidence. On est venu lui annoncer que voilà, la route était terminée, les chemins se séparaient, que le big management aux US avait décidé d'organiser différemment l'équipe commerciale, enfin le département commercial, et qu'ils allaient lui demander de partir. Ils lui ont dit, voilà, compte tenu du fait qu'on t'apprécie, qu'on est content des résultats que tu as faits, on te propose une enveloppe globale de, c'était, je me rappelle très précisément, 120 000 euros net. Évidemment, passé le choc, il est venu me voir, on a regardé le dossier et je lui ai fait comprendre qu'évidemment, ce qu'on proposait, et c'était bien normal, était évidemment bien en deçà de ce qu'il était possible d'avoir. Et donc, j'ai commencé à négocier avec, j'ai créé la société qui m'a immédiatement mis en relation avec l'avocat et j'ai donc commencé une négociation directe avec l'avocat. Très vite, l'avocat m'a dit que la société ne voulait pas augmenter cette enveloppe, que c'était ça ou rien d'autre et que c'était à prendre ou à laisser. J'ai donc, avec évidemment l'accord de mon client, mis en œuvre une stratégie au long terme, enfin moyen terme, long terme, pour contraindre la société, malgré sa volonté affichée de ne pas négocier plus, la contraindre à négocier plus. Comment on a fait? Alors, d'abord, dans le cas présent, je savais que la société avait réorganisé le service commercial et que donc le poste qu'il avait, les fonctions qu'il avait précédemment n'existaient plus, ce qui était une force pour mon dossier. Car vous savez peut-être que l'employeur a plusieurs obligations à l'égard du salarié, mais notamment une obligation principale qui est de lui maintenir toujours un même niveau de responsabilité, même s'il modifie ses fonctions, il doit lui maintenir un même niveau de responsabilité. Et donc, je savais, compte tenu de l'organisation dont mon client m'avait fait part, que ce niveau de responsabilité, la société ne pourrait pas lui confier. Et donc, c'était notre point fort dans le dossier. C'est ce que j'ai tout de suite expliqué à mon client. Et c'est de ce point fort que j'ai joué. Je lui ai dit, voilà ce qu'on va faire. Vous allez vous mettre en arrêt maladie pendant un certain temps pour que la société pense que vous êtes rentré dans une longue période de déstabilisation et où vous êtes femme de déprime en fait et que vous n'êtes plus en mesure d'aller travailler. Puis au bout d'un certain temps, vous allez retourner travailler. Et là, la société va être dans une situation extrêmement difficile parce que, comme je viens de vous l'expliquer, elle doit vous redonner vos fonctions antérieures, elle ne va pas pouvoir, enfin vos fonctions antérieures, ou à tout le moins des responsabilités équivalentes, et elle ne va pas pouvoir. Et là, on va la contraindre à la faute. Donc c'est ce qui s'est passé. Il est retourné travailler, la société lui a proposé des fonctions, alors il n'était pas très agréable pour lui, mais il savait que le jeu en valait la chandelle, donc il était motivé. Il y allait tous les jours, il s'asseyait dans un bureau, il n'avait pas de fonction. Bon, c'était pas si désagréable que ça parce qu'il était extrêmement apprécié et que beaucoup de... Excusez-moi, j'ai un petit problème de batterie. Je reviens tout de suite. Voilà, je branche ma batterie. Donc, bon, ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs parce que la société très rapidement lui a fait des propositions de poste.
par mail qu'il m'a transmise. Moi, avec lui, on préparait les courriers de réponse qu'il envoyait, enfin je les rédigeais, il les envoyait. Parce que ça aussi, c'est ma manière de travailler. Moi, quand je travaille avec mes clients, je pars du principe que je suis là pour les soulager et pour les décharger de toute cette charge mentale et psychologique extrêmement désagréable et pression qu'ils ont dans cette période. Donc, je suis l'interface et c'est moi qui écris et c'est moi qui fais tout, sauf dans ce cas de figure où là, il était important que la société pense qu'il n'avait plus d'avocat et qu'il revenait travailler pour une période indéterminée. Et donc, chaque proposition de poste, je faisais un courrier qu'il envoyait par mail en expliquant que le poste proposé ne correspondait pas à son échelon, à ses fonctions, à ses responsabilités. À chaque fois, on écrivait le même courrier. Ils se sont découragés très vite. Ils ont quand même 3 propositions de poste. À la 3e, j'ai eu un appel de l'avocat. Et l'avocat, évidemment, m'a dit « Mon client souhaite négocier » et il est parti avec en net, c'était une très belle négo, c'est pour ça que je vous en parle, mais de toute façon, on obtient toujours plus. Il est parti avec environ 500 000 € en net, package global, alors qu'on lui proposait 120 000 € en net. Pourquoi? Parce que j'ai négocié également des stocks options, comme beaucoup de boîtes américaines, il avait eu des stocks options. J'ai négocié un décalage de son licenciement avec beaucoup de mois de préavis, et puis j'ai négocié un variable, j'ai négocié un salaire de référence intégrant le variable que je venais de négocier. Enfin voilà, ça a été une très belle négociation, mais très difficile pour mon client, mais on était dans une relation de confiance, il savait qu'on rentrait dans une guerre psychologique qui en valait la peine et que, in fine, évidemment, il serait gagnant parce que c'est quand même l'objectif. Voilà un exemple concret. Je ne sais pas si le temps permet, peut-être pas parce que je vois qu'il est bientôt 13h20. J'avais éventuellement un deuxième exemple, mais peut-être je pense que ce serait peut-être mieux pour tous si je répondais à vos questions. Je vois qu'il y a déjà certaines questions qui m'ont été posées via le chat, donc je vais les regarder. Et puis naturellement, si vous en avez d'autres après, posez-les-moi. Vous pouvez les poser également en enlevant vos micros et en les posant comme ça. Alors, je regarde le chat tout de suite. Alors, on me demande quelles sont les autres principales méthodes utilisées par les entreprises concernant le harcèlement managérial. Alors, je dirais que j'ai cité les principales qui sont celles que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire on retire des fonctions, on retire des collaborateurs, on retire des dossiers, on donne plus. Alors oui, ça c'est un point important, effectivement. Une autre méthode, je réponds à la question, ça peut être aussi ne plus donner d'informations, ne plus donner de communication. Ça peut être ne plus convier à des réunions. Ça peut être baisser les objectifs, donner des objectifs différents de vos collègues. Il y en a plein. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive parce que je dirais qu'il y en a presque autant que de situations de harcèlement. Là, je vous ai cité tout à l'heure les principales, je viens d'en rajouter quelques-unes, mais voilà, c'est vraiment une question d'appréciation cas d'espèce et ce sera vraiment à vous, le jour où vous pensez que vous faites l'objet d'un harcèlement pernicieux, harcèlement managérial, d'aller très très vite voir un avocat, lui donner surtout tous les éléments parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir tous les éléments et rien de pire parce qu'en fait, on ne peut pas bien déployer la stratégie. Il va y avoir des chaînons manquants qui peuvent être très utiles que vous ne percevez pas. Ce n'est pas toujours volontaire d'ailleurs le fait de ne pas donner tous les éléments. Parfois, on pense que ça n'a pas d'intérêt, mais même le plus anodin peut avoir un intérêt. Donc surtout, ne pas hésiter à donner trop d'informations à l'avocat. Il vous dira s'il y en a trop à un moment donné, n'ayez crainte, mais toutes les informations, c'est important. Donc, ce sera vraiment une question d'appréciation in concreto avec l'avocat qui vous dira là, ça, plus ça, plus ça, plus ça, on est vraiment dans un cas de harcèlement. Et point majeur, je m'aperçois que je ne vous ai pas donné cette information qui est extrêmement importante. Pourquoi est-ce aussi important de qualifier le harcèlement?
Eh bien, c'est que c'est une exception à l'application de la grille. C'est-à-dire que cette grille qui dit que vous ne serez indemnisé que dans un montant maximum de X mois qui sera fonction de votre ancienneté ne s'applique plus. C'est très important, ne s'applique plus si vous êtes victime de harcèlement. Ce n'est pas la seule exception à l'application, il y en a d'autres. Il y a la discrimination aussi, je n'ai pas parlé, mais c'est aussi un point important. On peut être discriminé de plein de manières. On ne l'est pas forcément dans les cas les plus fréquents que tout le monde connaît en raison de son sexe, de son appartenance religieuse, d'une appartenance raciale, etc. Pas forcément, ça peut être des choses beaucoup plus pernicieuses, encore une fois. Donc la discrimination est également un motif d'exception à l'application de la grille. Il y en a d'autres, mais bon, je ne vais pas tous les citer. Excusez-moi, madame. Oui. C'est Monia. Oui, Monia. Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai pas écrit dans le chat. Pour moi, c'est plus simple de le dire à l'oral. Bien sûr. On peut revenir sur combien de temps sur les faits dont vous parlez pour pouvoir intenter quelque chose. Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 3 ans? Parce qu'il faut quand même que vous ayez des faits, des dates, des choses qui se sont passées, des situations. Bien sûr, hein, voilà. Bien sûr. Merci. Alors, je vous en prie. Alors, j'ai pas de réponse. J'aimerais avoir une réponse très simple et binaire à votre question. J'en ai pas. Pourquoi? Quand on est employeur, il y a une réponse. Si vous étiez employeur, vous me disiez de combien de temps je dispose pour licencier, pour invoquer une faute et licencier mon salarié, je vous dirais très simplement 2 mois. Voilà. On ne peut pas licencier quelqu'un pour des faits plus vieux, plus anciens que 2 mois. Par contre, quand on est salarié, la réponse n'est pas du tout aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que quand on est bon, alors, sous une réserve, évidemment, c'est que plus on attend, plus lorsque l'avocat ou vous invoquerez une situation de faute à l'encontre de la société, la société aura beau jeu de vous dire Madame, vous avez accepté cette situation depuis X années, vous attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour dire que cela ne vous convient pas. Je considère qu'il s'agit là d'une stratégie pour essayer de partir avec une enveloppe financière la plus importante possible. Donc, vous pouvez être à peu près sûr que plus vous attendez, plus vous aurez cet argumentaire en face. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne serez pas fondé à l'invoquer. Donc, évidemment, suffisamment longtemps pour que l'on puisse caractériser les faits, mais pas trop longtemps pour que l'employeur ne puisse pas vous répondre de la manière que je viens d'évoquer. Quand je dis suffisamment longtemps, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre suffisamment longtemps pour aller voir un avocat. Je dirais que bien au contraire, il faut aller le plus tôt possible voir un avocat. Alors, pour répondre peut-être plus simplement à votre question, vous pouvez attendre un certain temps avant, entre guillemets, de réagir de manière officielle. En revanche, le moins longtemps possible pour aller voir un avocat. Parce que plus l'avocat va s'y prendre tôt, plus il aura connaissance de votre situation tôt, plus il va pouvoir mettre en œuvre avec vous une stratégie où il va très très en amont vous conseiller sur le quotidien. Moi, très souvent, j'accompagne mes clients comme ça pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois avant leur licenciement, parce que la situation n'est pas intenable, parce qu'ils ont un objectif en tête qui va être la négo. Et donc, je les aide à se constituer un dossier. Je leur dis là, votre employeur commence à être dans une situation de harcèlement. Donc, il va falloir petit à petit, on va se constituer le dossier. Alors, vous allez écrire telle chose à tel moment, vous allez demander telle chose à tel moment. On constitue le dossier comme ça sur le long terme, le moyen terme, et le jour où on décide d'appuyer sur la touche, on y va et on a un excellent dossier. Donc, plus vous venez tôt voir un avocat, mieux c'est. Mais pour autant, vous pouvez faire l'objet de harcèlement, de comportements fautifs ou de fautes ou d'inexécution d'obligations de la part de votre employeur depuis longtemps. Ça ne vous prive pas du droit de réclamer quoi que ce soit. L'exception, ce sont les faits qui sont plus anciens de 5 ans,
pour certaines demandes, par exemple tout ce qui est salaire, ça se prescrit par 5 ans. Donc si par exemple aujourd'hui vous veniez me voir, je pourrais, pour par exemple un rappel de salaire ou un rappel de rémunération variable, je pourrais former cette demande sur les 5 dernières années, mais pas sur la 6e année. Voilà. Ma réponse est Bonjour. évidemment Ouais. parcellaire, voilà, mais j'espère avoir répondu. Oui, Je bonjour. me permets de poser une question, Sophie Laming, je vais faire rapide. J'ai été en burn-out professionnel et en Oui. fait, ça a été un tel trauma que je me retrouve aujourd'hui à quasiment un mois près, quasiment aux 3 ans d'arrêt maladie. Et j'ai vu le médecin du travail qui s'apprête à me déclarer inapte, enfin à déclarer inaptitude en visite officielle pré-reprise, enfin et reprise. Simplement, j'ai appris que c'est ce que je voudrais confirmer, que si le médecin écrit sur la fiche d'inaptitude liée au travail, les indemnités légales doublaient. Je vous le confirme. Je vous le confirme absolument. Et j'ai une question toute simple, Sophie. Est-ce que vous êtes accompagnée par un avocat? Alors en fait, j'ai essayé, j'ai vu quatre avocats, mais Oui, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas pris. d'accord, Et d'accord, ensuite, s'est présenté l'opportunité à moi, s'est présenté l'opportunité d'une médiatrice. Et donc, d'accord, bon, du coup, je réalise qui est très très bien, mais je vois bien que c'est pas la même chose. Donc, j'ai une médiatrice qui connaît très bien tous ces sujets, qui a d'accord, beaucoup d'accord, d'expérience, mais qui n'est pas d'accord, avocate. d'accord. Alors, je me permets d'insister, pas du tout pour que vous veniez me voir, moi, Oui, mais pour que vous alliez impérativement voir un avocat avec lequel vous aurez une bonne entente. On est très nombreux à Paris, donc je suis sûre que vous trouverez chaussures à votre pied. Mais allez-y, parce que je vais pas l'exposer devant tout le monde, mais vous êtes dans un cas précis où l'avocat peut vous obtenir des choses, beaucoup d'indemnités, en tout cas des indemnités confortables qui vous permettront de mieux voir l'avenir. Et c'est impératif que vous négociez quelque chose, vraiment, dans ce cas de même, figure. ouais, et même mieux, enfin, ce que j'entends est même mieux que tout simplement doubler mes indemnités Ah ben évidemment, évidemment. légales. Oui, parce que ça, c'est le droit, c'est la Et stricte puis, application de la loi, oui, c'est pas une négo. Hein. oui. Et en C'est plus, ce à quoi vous avez droit. ouais, et en plus, les médecins du travail le font, n'aiment pas le faire. Enfin, c'est ce que j'ai aussi compris. Oui, 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 oui. Et donc, c'est Allez voir un difficile de les. avocat, Ouais, allez ok. voir, vraiment, allez voir un Même si je avocat. suis à un mois des 3 ans, enfin, il faut que Peu importe, peu je importe, peu décale importe. mes rendez-vous Allez, médecins. allez, Ouais, ah oui, surtout, surtout, de toute façon, l'avocat vous le dira, allez voir 15, 20, 30 avocats avant que vous trouviez le bon, mais prenez un avocat, ok, merci. je vous en prie. Est-ce qu'il y a Bonjour. d'autres questions? Oui, pardon, dans le Oui, chat, excusez-moi, il y a d'autres questions. Alors, comment sont traitées les variables, surtout quand ils représentent une part significative du fixe? Alors, je suis désolée, mais la question, c'est Ronan ou Ronan, je ne sais pas comment ça se prononce, qui m'a posé cette question. La question est un peu vaste, hein, pour que je puisse y répondre précisément, car les variables, la réponse est variable aussi. Pléonasme, mais c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont c'est libellé, stipulé et du cas d'espèce, la réponse est complètement différente. Donc, c'est compliqué pour moi de répondre à une question comme celle-ci, et ça nécessite un examen vraiment du dossier. Alors, ensuite, le fait d'être en contrat d'expatriation change-t-il la manière dont sont calculées les indemnités? Non, 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 non. Alors, non a priori, il peut y avoir des exceptions, mais non a priori, parce que l'ancienneté en général s'apprécie à la date d'embauche. Alors après, ça dépend des groupes de sociétés, mais très fréquemment, les dates d'ancienneté sont celles du recrutement d'origine. Donc, et comme je vous l'ai précisé au début d'intervention, les indemnités sont maintenant calculées en fonction de l'ancienneté. Donc, a priori, si vous êtes dans ce cas de figure, ça n'a pas d'impact sur le montant des indemnités qui vous seront allouées. Alors, comment prétendre à des indemnités quand le départ est de notre fait, que l'on souhaite voguer vers d'être cieux? De plein de manières. De plein de manières, c'est difficile pour moi aussi, encore une fois, de vous donner tous les cas de figure. D'abord par la simple négociation, d'abord en contactant la société et en lui faisant part du souhait. Et quand la société est contente de vous, ou quand les relations ont été bonnes, la société accepte très souvent. Moi, je n'ai
j'ai eu qu'une seule fois une société qui a refusé, mais à chaque fois, j'ai réussi à obtenir un départ par le biais d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement qui permettait d'une part d'avoir une indemnité, même si elle n'est pas énorme, hein, évidemment. Si c'est vous qui voulez partir, elle sera évidemment pas aussi importante que si vous êtes licencié, mais elle aura le mérite d'exister. Et surtout, il ne s'agira pas d'une démission. En d'autres termes, si le job que vous avez par la suite devait, par malheur, s'arrêter pour une raison X ou Y, vous savez que vous ne seriez pas forcément indemnisé par Pôle emploi. Et donc, le fait d'avoir été licencié ou d'avoir eu une rupture conventionnelle avec votre ancien employeur, même si c'est vous qui voulez partir, vous permet de pouvoir être pris en charge par Pôle emploi. Donc, c'est extrêmement important de négocier son départ, même quand, de prime abord, vous pensez que vous voulez négocier et que vous n'avez que la démission pour partir. En général, ce n'est pas le cas. En général, un avocat arrive à trouver une autre solution qui vous sécurise énormément et qui en plus permet d'avoir une petite indemnité, ce qui est toujours appréciable. Alors, peut-on négocier un départ dans le cadre d'un PSE plus spécifiquement, si pas dans une catégorie impactée, que le volontariat n'est un... Alors, je la lis pour tout le monde. Hein. Peut-on négocier un départ dans le cadre d'un PSE plus spécifiquement, si pas dans une catégorie impactée? Je comprends que donc votre catégorie d'emploi n'est pas impactée par le PSE qui est mis en œuvre et que le volontariat n'est ouvert qu'aux catégories impactées. Peut-on négocier quand même inclus dans le plan pour bénéficier de ces conditions? Je dirais que s'il y a des éléments dans le dossier qui permettent de démontrer qu'il y a un juste motif pour lequel vous souhaitez partir, je dirais que vous êtes dans une position encore plus confortable pour négocier votre départ s'il y a un PSE et si vous n'êtes pas visé dans la catégorie d'emploi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de façon précise. Peut-on négocier également une formation en plus de l'outplacement? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, la négociation, on peut tout négocier. Après, c'est une question de rencontre, d'intention entre la société et le salarié. Si, pour vous, par exemple, vous me dites que la formation est plus importante, que vous privilégiez de bénéficier d'une formation plutôt que, par exemple, avoir un bonus, un rappel de bonus, eh bien, je vais évidemment au départ tout demander, mais si à un moment ça bloque, eh bien, je demanderai la formation et je trouverai un moyen pour soit diminuer la demande au niveau du bonus, soit la négociation, on peut tout demander. Voilà. Après, on ne peut pas non plus demander des choses déraisonnables, mais on peut tout demander et c'est une question d'accord ensuite entre le client, l'avocat et la partie adverse. D'accord. Excusez-moi, juste Oui. concernant le rendez-vous, toutes les négociations que vous allez mettre en œuvre, est-ce que nous, en tant que clients, on est obligé d'être là, d'affronter la direction Jamais. et tout ça? Voilà, Jamais. Alors, jamais, ça, sauf si vous le souhaitez, mais en général, quand l'avantage, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je serai client, en tout cas, c'est ce que j'apprécierais. Et moi, c'est ce que j'estime être une de mes plus-values. C'est que, précisément, je suis avocat, que je bénéficie des prérogatives propres à l'avocat et que je vais permettre à mon client d'être complètement déchargé de tout. C'est-à-dire qu'il n'entend plus parler de son employeur, si ce n'est que par mon intermédiaire, il ne voit plus son employeur et voilà, c'en est terminé pour lui. C'est pour moi l'intérêt. Alors, je sais que j'ai des confrères qui font différemment, chacun sa méthode, moi c'est la mienne. Il y a eu des exceptions parce que parfois, mon client souhaitait faire en direct dans des cas très précis que je ne vais pas développer là, ou parfois parce qu'il s'agissait de fonctions de présidence ou de membres du COMEX. Et là, voilà, les choses se faisaient de façon plus entre soi, on va dire. Et j'étais en support, mais c'est quand même vraiment l'exception. Donc, évidemment, comme toutes les règles, il y a des exceptions. Je ne dis pas que parfois, ce n'est pas nécessaire, mais dans la majorité des cas, je trouve que l'intérêt pour mon client, c'est précisément
de tout confier à son avocat et que l'avocat devienne son représentant exclusif. D'autant que je vous précise un point qui est important. À partir du moment où votre employeur a connaissance du fait que vous avez un avocat, il n'a plus le droit de vous contacter en direct. Et s'il a pris un avocat, l'avocat, si jamais vous me saisissez, qu'il saisit son avocat et qu'après que j'ai informé mon confrère que j'étais votre avocat, il continue de vous écrire ou de vous appeler, j'appelle immédiatement mon confrère qui va lui taper sur les doigts et qui va lui dire que c'est absolument interdit et il ne le fera plus. Ça, c'est une règle aussi qui est importante pour vous parce que ça vous protège évidemment de tout contact direct ultérieur. D'accord. Merci beaucoup, madame. En fait, je vais devoir couper. Je voulais juste prendre... Enfin, je ne vous ai pas trouvé sur Internet. J'aimerais bien prendre rendez-vous. D'accord. Alors, vous ne m'avez pas trouvé, j'en suis désolée, parce que notre site Internet est en cours de refonte. Alors, vous allez sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, j'en suis tout à fait désolée. Il y a eu quelques délais. Il devait être prêt il y a quelques jours. Il ne l'a pas été. Donc, il va l'être dans les jours à venir. Vous pourrez le découvrir et j'en suis heureuse. En attendant, sur LinkedIn, vous tapez mon nom, vous me trouvez et vous avez mes coordonnées. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, à bientôt alors. Merci. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, quid des petites entreprises type PME? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des grands groupes, mais oui, excusez-moi, c'est moi qui ai posé la question. Oui. Et c'est mon cas, je suis dans une PME et en fait, l'employeur n'a pas du tout de volonté de négocier quoi que ce soit. Et ça serait moi qui serais en demande parce qu'effectivement, je considère que je subis un harcèlement quasi quotidien avec effectivement des petits actes répétés. Mais voilà, c'est extrêmement difficile. J'ai en face de moi une sorte de mur. Voilà. D'accord. D'où l'intérêt d'avoir un avocat, parce qu'il oppose un mur parce que vous êtes sa collaboratrice. Mais le jour où c'est un professionnel du droit qui va expliquer avec des mots simples, qui va qualifier avec des mots simples ce que vous subissez et le qualifier juridiquement de harcèlement, si c'est le cas, évidemment, il faut regarder le dossier avec votre avocat et bien sûr. Il va procéder à une analyse du dossier. Mais si il conclut effectivement que ce dont vous parlez constitue des actes de harcèlement, il va les qualifier, il va lui écrire, et à partir du moment où il va lui écrire, soit il prendra un avocat, même les PME ont des avocats, ils ont des experts comptables, des experts comptables, des avocats, voilà. Tout à fait, oui. Voilà, donc dès lors qu'il y aura un avocat, il se prendra un avocat, et là, l'avocat, évidemment, aura pris connaissance du courrier, aura dit à son client, alors là, vous êtes effectivement responsable d'actes de harcèlement, il faut que vous négociez, parce que si vous ne négociez pas, à ce moment-là, la personne peut aller au Conseil du prud'homme et obtenir des indemnités extrêmement conséquentes en raison du fait que la grille ne s'appliquera pas. Voilà, donc en tout cas, passez par un avocat, parce que l'avocat écrira, il y aura un avocat qui expliquera au client. Voilà. Le truc, c'est que je suis passée par un avocat, j'ai déjà un avocat, mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'a pas la même stratégie que vous. C'est-à-dire qu'il me dit en gros que c'est à moi d'être présente, j'ai eu un arrêt de travail, j'ai repris le travail, et d'être présente et de gérer la situation, voilà. D'accord. Donc, écoutez, vous savez, on est nombreux, je vous l'ai dit au début, on a tous nos stratégies. En tout cas, bon, moi, je vous ai un petit peu expliqué comment je travaille. Je sais que j'ai d'autres confrères qui travaillent comme moi. Je sais qu'il y en a aussi qui ne travaillent pas comme moi. Voilà, après, il faut, en tout cas, ne renoncez surtout pas, hein, parce qu'il ne faut pas rester dans une situation comme ça qui ne s'améliorera pas. Ça, d'expérience, c'est une certitude. Non, ça ne va pas s'améliorer, ça c'est sûr. Voilà, donc il faut prendre les choses suffisamment tôt avant que vous alliez pas bien. Et surtout les prendre en main avec un avocat qui aura une stratégie qui vous convient. Voilà. Ok, merci. C'est important, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Je prends la parole parce que vous avez sauté ma question. Ah, excusez-moi. Je vous en prie. Par rapport à la participation intéressement de ce qui est salaire de référence. Voilà. Oui, bien sûr. La réponse alors est très brève. Oui, absolument oui. Alors, avantage en nature, ça dépend. Pas tous. Certains, oui, voilà. Mais participation intéressement, oui. Et la voiture de fonction, qui est un avantage en nature classique, je veux dire. Alors,
en fait, participation, intéressement, rémunération variable, en fait, le principe est que oui, mais il y a certaines sociétés qui ont des plans un peu dérogatoires. Je pense par exemple au groupe américain. Et là, ça va être une analyse du dossier en fonction des éléments qui sont sur le bulletin de salaire. Il va falloir procéder à une analyse juridique de vos bulletins de salaire pour savoir si l'employeur l'a traité comme un élément de rémunération ou pas. Voilà. Donc, la réponse est oui, avec un tempérament qui est dans certains groupes de sociétés, c'est traité comptablement d'une certaine manière. Donc, l'avocat doit procéder à une analyse pour checker. Voilà. OK. Et la voiture de fonction? La voiture de fonction, bien sûr, c'est intégré. Pris en compte. D'accord. Oui, tout à fait. OK, merci. Et j'ai une dernière question que je vous ai en ligne. Oui. En arrêt maladie, par rapport à votre exemple concret, la société peut quand même vous licencier? Bien sûr. Voilà. C'est pas un fait, ça ne vous protège pas, en fait. C'est une confusion, pas du tout. C'est une confusion qui est faite très souvent pour la raison suivante. C'est qu'un arrêt maladie n'empêche absolument pas l'employeur de licencier. Ce qui l'empêche l'employeur de faire, c'est de licencier en raison de cet arrêt maladie. Ça, c'est interdit parce que ce serait discriminatoire. Mais en revanche, vous licenciez pour un fait totalement extérieur à l'arrêt maladie, il peut, absolument. Et j'ajoute un tempérament à ce que je viens de dire également. Vous voyez, le droit est vraiment une question d'appréciation d'espèce, parce qu'il y a la règle et puis il y a toujours, souvent en tout cas, des tempéraments. On ne peut pas licencier pour la maladie qui fait l'objet de l'arrêt, sauf tempérament, si cet arrêt est suffisamment long et désorganise la société ou le service. Et à ce moment-là, généralement, les conventions collectives prévoient des clauses qui disent qu'à partir d'un certain délai, s'il y a des organisations, là, on peut licencier. C'est le tempérament. Voilà. D'accord. OK. Merci. Je vous en prie. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions que j'ai oubliées? Alors, par rapport à un plan de départ volontaire, une rupture conventionnelle est-elle plus ou moins intéressante quand on a 25 ans d'ancienneté? Quand on a 25 ans d'ancienneté, en tout cas, je vous incite énormément à aller voir un avocat parce que c'est beaucoup d'ancienneté. Et donc, il y aura beaucoup de choses à intégrer dans la négociation que seul un expert, un avocat dont tu pourras avoir connaissance. Donc vraiment, alors, aller voir un avocat, et 2, répondre à la question, est-ce que il vaut mieux une rupture conventionnelle, un plan de départ volontaire? Je ne peux pas répondre parce que chaque plan de départ volontaire contient ses propres conditions. Et donc, voilà, il faut les connaître. Et voilà. Mais en tout cas, que ce soit une rupture conventionnelle, ou un licenciement, une rupture en dehors du plan de départ, il va falloir de toute façon faire un comparatif entre ce que vous êtes en droit d'obtenir compte tenu de votre ancienneté, compte tenu des éléments que je viens de citer, parce que vous êtes dans un cas particulier, et ce qui est offert aux autres collaborateurs de la société. Donc, ça demande vraiment une analyse au cas d'espèce. Merci. Ensuite, ne peut-on pas licencier? Donc ça, je viens d'y répondre. Quelle marge de manœuvre a-t-on lorsqu'on sollicite la rupture conventionnelle et que l'entreprise aurait préféré nous garder? J'y ai un peu répondu tout à l'heure, c'est vraiment une question de cas d'espèce, vraiment. Là, je ne peux pas répondre, il faut regarder le dossier, il faut parler avec son client et ensuite on retire quelques éléments qui vont nous permettre de négocier. Alors, justement, je me permets une parenthèse par rapport à ce que vous avez dit, c'est-à-dire vous parliez de désorganisation du service qui pouvait être un cas et dans le cadre d'un arrêt maladie long. Et donc, est-ce que le fait d'être remplacé pendant cet arrêt maladie, est-ce que c'est une faute de l'employeur sans être informé ou... Non, pas du tout. Pas du tout parce que l'employeur a une obligation. Un truc là, ça va terminer dans 10 minutes. Tu peux me rappeler dans 10 minutes? En fait, l'employeur n'a qu'une seule obligation, enfin pas qu'une seule, mais l'obligation que l'employeur a en cas d'arrêt maladie, c'est lorsque le salarié revient dans l'entreprise, c'est évidemment de lui faire passer une visite médicale visite médicale par la médecine du travail, mais c'est de le réaffecter soit dans son poste d'origine, soit si ce n'est pas possible, parce que ça peut ne plus être possible en raison d'une réorganisation intervenue entre-temps. Voilà. À ce moment-là, il doit le réintégrer dans des fonctions équivalentes. C'est exactement ce dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'exemple que je vous ai donné de mon client. Il doit le réintégrer à des responsabilités, postes équivalents, etc. Voilà. C'est comme après une grossesse. Ok, merci. Absolument, même chose pour la grossesse.
Excusez-moi. Oui. Oui, c'est moi qui posais la question par rapport à la rupture conventionnelle parce que j'ai approché mon employeur parce que je souhaite partir faire autre chose, notamment Oui. créer une entreprise et… Oui. Ah, je vous entends plus. Excusez-moi, je vous ai perdu. Oui, en fait, je disais que j'ai abordé mon employeur qui est d'accord pour une rupture conventionnelle, Oui. mais je pense qu'il ne sera pas motivé voilà, à dépenser beaucoup en termes d'indemnité, puis c'est moi qui sollicite. Donc, je me dis, dans ce cas, est-ce qu'on peut trouver des moyens de le motiver à… Voilà, on peut en tout cas chercher. On peut en tout cas chercher. Bon, je ne vous dis pas que, évidemment, on n'aura pas, votre avocat n'aura pas une obligation de résultat, parce que si l'employeur ne veut pas, il ne veut pas. Mais en tout cas, vous aurez été conseillé et un avocat vous aura exposé de quelle manière protéger au mieux et préserver au mieux vos intérêts. On ne peut évidemment pas lui mettre un pistolet sur la tempe et le contraindre à négocier s'il ne veut pas. Bon. C'est vraiment une question de cas d'espèce, de dossier, mais bon, je peux parler que de ce que je connais. Moi, dans la plupart des cas où j'ai approché une société pour négocier un départ lorsque c'est le salarié qui le souhaitait et que les relations étaient bonnes, hein, bien sûr, évidemment, on a réussi à obtenir quelque chose. Voilà. Mais bon, évidemment, si la société ne veut pas, elle ne veut pas. Mais en tout cas, vous aurez été conseillé parce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut faire attention. La période d'essai dans le futur emploi, vous parlez de création d'entreprise. Il y a maintenant des mesures extrêmement intéressantes par Pôle emploi qui peuvent être mises en œuvre. Enfin voilà, je vous incite vraiment à vous faire conseiller, en tout cas par un avocat qui, même s'il n'arrive pas à négocier, vous aura donné des conseils qui vous seront certainement utiles pour préserver vos intérêts. Très bien, merci. Et en termes d'honoraires, à quoi peut-on s'attendre? Alors écoutez, ça c'est très variable. Moi, ce que je pratique en tout cas, et je sais que tous mes confrères ont les mêmes modalités de facturation, nos honoraires sont composés… Alors, deux types de dossiers en fait. Soit je vous accompagne pour une négociation. Et à ce moment-là, comme tous mes confrères, la plupart en tout cas ceux que je connais, on a un honoraire qui est décomposé en deux parties, qui est décomposé par une partie forfaitaire et un honoraire de résultat. La partie forfaitaire, c'est une enveloppe qui est fixée et quel que soit le temps passé dans le dossier, on ne dépassera jamais cette enveloppe. Voilà. Bon, compte tenu du fait que le temps passé en général pour les négociations sont assez importants, parce qu'il y a tout un travail souterrain qui ne se voit pas forcément, enfin on passe pas mal de temps, évidemment, l'honoraire facturé à titre forfaitaire ne couvre pas les heures travaillées, donc il y a un honoraire de résultat qui, lui, vient récompenser le résultat que votre avocat obtient. Donc, à ma connaissance, tous les confrères que je connais en droit du travail facturent de la même manière, c'est-à-dire un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, qui est donc un pourcentage sur les sommes qu'il a négociées. Voilà, donc qui est entre 10 et 15% selon les avocats, selon le dossier. Voilà. Alors, excusez-moi, ça c'est en cas de négo. Et si vous venez me voir pour avoir un conseil ou une consultation, là on facture au temps passé avec toujours un seuil, avec une enveloppe dont on dit que le temps passé n'excédera pas ce montant, et le taux horaire. Moi, je suis un taux horaire pour les salariés. Évidemment, je suis un taux horaire plus important pour les sociétés. Je suis au taux horaire de 280 € de l'heure. Ok. Merci. Moi, j'ai une question. Vous pourriez nous donner un ordre de grandeur de la partie forfaitaire en cas de… Alors, écoutez, beaucoup de mes confrères pratiquent… Alors, déjà, je réponds. Effectivement, beaucoup de mes confrères pratiquent selon l'honoraire forfaitaire correspondant à un mois de salaire net. Bon. Beaucoup de confrères font ça, d'autres font différemment. Je dirais que ça, c'est aussi au cas d'espèce parce que, évidemment, tous les dossiers ne sont pas identiques, tous les dossiers ne demandent pas
le même temps d'analyse, la même somme de travail. Voilà, donc tout ce qui est honoraire, c'est vraiment le cas d'espèce. C'est vraiment une appréciation qui est faite avec le client du dossier. Voilà. Mais en tout cas, sachez que l'usage, c'est un mois de salaire net et que ça peut varier. Voilà, tout simplement. Merci. Maître, j'ai une dernière question, si je peux me permettre. Oui. Oui. En fait, voilà, moi, je suis en cours de négociation. J'ai souhaité partir de l'entreprise parce qu'en fait, je n'avais pas de possibilité d'y évoluer. Oui. De toutes les tentatives que j'ai pu faire et je dirais des formations que même l'employeur m'a co-financé comme un MBA. Il m'a laissé croupir dans mon poste. Et j'ai vu ce que vous disiez tout à l'heure, des gens à qui on confiait des missions qu'on aurait pu me confier, etc. etc. Oui, oui. Constituer ce dossier. Mon avocate, pour l'instant, donc j'ai 25 ans d'ancienneté dans cette entreprise. D'accord. Mon avocate, pour l'instant, a réussi à négocier, donc évidemment, les indemnités légales sur les salaires de référence, mais je pense que, au vu de ce que vous avez indiqué, il faudrait peut-être que je revoie cette problématique parce que entre 3 mois et 12 mois, je pense que les calculs ne sont pas du tout les mêmes, donc il faut que je revoie ce point. Et donc, l'entreprise propose de doubler, on va dire, l'indemnité légale. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, je dirais qu'on tend vers 16 mois de salaire au global. Donc, ça me paraît quand même peu au regard de mon ancienneté et au regard des grilles que vous avez mentionnées en ouverture de votre webinaire. D'accord. Alors, ça m'est très difficile de répondre comme ça parce que je vais un peu faire la réponse du médecin. Ouais. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ausculté le patient, on ne sait pas. Mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que je comprends votre sentiment qui est tout à fait justifié et fondé si effectivement, dans le dossier, on peut trouver des points qui permettent de relever certaines fautes de l'employeur. Donc, ça va vraiment être une appréciation in concreto, regarder le dossier, voir si on a des leviers. Et si on a des leviers, là, je partage totalement votre analyse. Si en revanche, l'employeur, la société s'est comportée de façon exemplaire et c'est vraiment vous qui souhaitez voguer vers d'autres cieux, moi, je trouve que c'est une enveloppe qui est satisfaisante. Mais bon, il est rare, enfin, après, ça c'est la technique de négo, en général, on arrive à trouver des choses. Bon, pas toujours, hein, mais en général, on arrive à trouver. Voilà, mais c'est difficile pour moi de vous répondre comme ça. Ok. Et je pense que je vais revoir certains points parce que quand vous indiquez 5 ans de prescription, l'effet que j'avance en termes de discrimination… Attention, excusez-moi, je vous interromps 2 secondes. 5 ans de prescription pour certaines demandes, les demandes de rappel de salaire, etc., pas pour toutes. Hein. D'accord, ok. Attention. Hein. Ah oui, d'accord. Non. Alors, attention à tous. En droit du travail, d'ailleurs, dans tous les domaines du droit, les délais de prescription varient tout le temps. Voilà. Donc, les 5 ans dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, c'était trop… Voilà, c'est exclusivement en matière de rappel de salaire. Hein. Très bien. Voilà. Je comprends. Et la question que j'avais posée aussi dans la conversation écrite, c'était… En fait, mon entreprise va engager un plan de départ volontaire, mais évidemment, il va être engagé, on va dire, la négociation à la fin de l'année, là, mois de novembre. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas d'informations, si vous voulez, qui me permettraient de comparer. Je vous ai interrompu, je m'en excuse. D'expérience, si on vous propose ça, c'est que je pense qu'il y a encore une marge de manœuvre. Ouais, moi aussi. Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas… Non, après, je ne sais pas, mais c'est le fait que vous me disiez qu'il y a un plan de départ volontaire qui arrive. Oui, il y a un plan de départ volontaire qui arrive, dont le cadrage n'est pas encore évidemment abouti puisqu'il ne fait que débuter. Ils l'ont. Vous savez, c'est monté très en amont. Donc, même s'ils disent qu'ils ne l'ont pas, ils l'ont. C'est provisionné. Ouais. Donc… je ne fais pas partie, c'est un peu ce que j'ai lu tout à l'heure, ce que disait, je ne le vois plus, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, voilà, c'est Gaël, qui disait, est-ce qu'on peut négocier un plan de départ dans le cadre d'un PSE
alors que sa catégorie n'est pas forcément impactée. Je ne pense pas que ma catégorie soit impactée. Oui, mais c'est ce que je répondais, d'autant plus. Ouais. Ok. Donc, je pense que ça peut être un argument aussi pour l'avocate pour essayer de contraindre à négocier plus. Mais écoutez, vous voyez avec elle, elle a le dossier, elle l'a analysé, elle l'a regardé. Ce qui est important, c'est que vous soyez en confiance. Si vous êtes en confiance, voilà, tout va bien. Si vous avez des questions, posez-lui, elle y répondra. Oui. Et si vous n'êtes pas convaincu, prenez peut-être d'autres avis, mais la confiance est très importante avec son avocat. Donc, posez-lui les questions. Posez-lui les questions. Ouais, ok. D'accord ? Je vous remercie, maître. Je vous en prie. Maître, j'avais une question que je vous ai posée sur le mur qui concerne en fait la durée. Alors, je sais bien que ma question est très générale. La durée de négociation, justement, puisque tout à l'heure, vous nous avez expliqué l'exemple de votre client et justement toute la démarche que vous avez eue avec lui qui a consisté à le mettre en arrêt, puis à le faire en arrêt maladie, puis le faire revenir. Tout ça, en fait, pas spécialement dans le cas de votre client, mais globalement, les négociations prennent combien de temps de votre expérience? Alors, il y a une chose que je peux vous répondre, qui est constatée par tous mes confrères et moi-même, c'est que le temps de la négo, aujourd'hui, s'allonge. Auparavant, ça pouvait être très rapide. On pouvait boucler même parfois des négos en 15 jours. Bon, c'était bref, mais ça pouvait arriver. En 1 mois, 2 mois, ça ne dépassait pas 3 mois. Aujourd'hui, ça dépasse souvent 3 mois. Ça peut dépasser 3 mois en tout cas. Et parfois, dans certains cas, rares, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps normal. Tout est plus long, en tout cas, ça c'est sûr. Mais il n'en demeure pas moins que là, j'ai une négociation qui vient de se boucler en 15 jours. Voilà. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, mais c'est le cas. C'est variable. En tout cas, je dirais, pour vous donner une fourchette, dans le plus rapide des cas, ce qui devient très rare, 15 jours, en moyenne jusqu'à 6 mois. Voilà. Il peut y avoir des exceptions. J'ai eu cet été, par exemple, des négociations qui ont duré presque 1 an, mais qui se justifiaient par la nature du dossier. Voilà. Donc, voilà, c'est difficile de dégager une règle. En tout cas, le temps de la négociation aujourd'hui est plus long qu'auparavant. Disons, pour avoir une fourchette vraiment très large, entre 15 jours, 6 mois, voire dans les cas exceptionnels, 9 mois. Non, mais c'est très, très rare. Voilà. Très bien, merci. Je vous en prie. Je vois qu'il y a une question qui est importante, excusez-moi, à laquelle je n'ai pas répondu dans le chat, qui est l'agisme. L'agisme, je voudrais… Ah d'accord, c'est un point extrêmement important que vous soulevez parce que c'est de la discrimination. Et la discrimination, c'est ce que j'ai dit, une exception à l'application du barème Macron. Et puis, ce sont des situations qui sont extrêmement nocives pour les personnes qui les subissent et qui nécessitent vraiment d'être accompagnées à la fois d'un avocat et à la fois souvent de coach, de psy, voilà. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que dans ma manière de travailler, moi, mais je suis sûre que beaucoup de mes confrères le font aussi, je m'entoure d'autres prestataires, c'est-à-dire que je m'entoure de coachs, de psychologues, j'ai un réseau de psychiatres aussi, parce que ce sont des situations qui ébranlent énormément. Donc, c'est important de pouvoir recommander à ses clients d'être accompagnés de façon, en tout cas, pertinente et de la meilleure façon possible, parce que toujours ce qu'on a en tête et ce qu'on veut optimiser pour son client, c'est qu'il rebondisse le mieux possible et le plus rapidement possible, même si chacun a son temps. Le temps n'est pas, je dirais, tant qu'on est financièrement, qu'on a une sécurité financière, le temps n'est pas une question, parce que le plus important, c'est de bien rebondir, d'où l'importance des coachs d'ailleurs après.
Véronique, il est 14 heures. On va oui. peut-être discussion à bâton rompu. Voilà, mais en tout le cas, sujet est très fourni, très intéressant. Malheureusement, il y a beaucoup de souffrance et donc beaucoup de questions, j'imagine. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Vous avez déjà donné une demi-heure de plus, donc je ne veux pas vous... Excusez-moi, c'est de nouveau Monia, je suis revenue. Je vous ai envoyé un message sur LinkedIn parce que je n'ai pas réussi à avoir vos coordonnées. Alors, si vous pouvez me rappeler pour qu'on convienne. Oui, j'ai indiqué que mon site est en cours de réfaction, donc vous avez bien fait de m'écrire sur LinkedIn. Voilà, merci beaucoup. Bonne continuation. À bientôt et puis bonne continuation à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous pour vos questions qui ont été riches. Oui, mais c'est vrai, qui m'ont conduite moi aussi à réfléchir et on apprend tous les uns des autres. Donc, c'est très intéressant et merci de votre présence aussi. Désolée d'avoir débordé comme ça, mais c'est un sujet voilà, qui est malheureusement